神の騎士団の最高司令官フィガーランド・ガーリング星である。 Selon Dragon, le vrai combat commencera lorsque les chevaliers divins commenceront à faire leur mouvement. Et on y est. Arrivée démoniaque, recrutement et une nouvelle marche à suivre, tout risque de changer. Et nous sommes peut-être à l'aube d'un massacre sur Elbaf. Le combat patricide et l'histoire fumeuse du roi Harald, les chevaliers divins et Shamrock le clone, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1137 de One Piece. Shamrock apparaît tel un personnage de Smash Bros. En réalité un nom très signifiant puisque ça signifie trèfle en irlandais. Une idée assez intéressante par rapport à la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, Chevalier Divin. On en reparle dans tous les cas. On retrouve en cover Yamato qui entre dans la base de Who's Who. Il y a des sbires, mais j'ai surtout hâte de voir ce qu'il va se passer avec Who's Who, celui qui a une dent contre le gouvernement mondial et peut raconter le secret du Gomu Gomu no Mi. Si il fait le lien avec l'histoire de Luffy. Ou même, qui sait, on pourrait avoir un lien avec ce qu'il se passe actuellement sur Elbaf quand ils vont dire que leur fruit légendaire a été volé et transporté par le gouvernement mondial. Qui sait, peut-être où, on verra bien si ça arrive. Enfin bref, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et on commence tout de suite par le roi Harald, pacificateur et les anciens géants. On est donc directement sur l'arrivée de Luffy du trio au château Oist. Depuis la mort du roi Harald il y a 14 ans, personne n'y vient. Le château est immense, il y a un côté labyrinthe et vieille ruine assez sympa. Et le côté ruine, c'est surtout parce que Loki et son père, lorsqu'ils se sont battus, ont détruit tout. Les traces du combat sont impressionnantes, impressionnent même les Mugiwara, et on apprend que Harald aussi était un grand guerrier. On retrouve alors une centaine de squelettes de géants morts le jour du combat, dont seuls Jarl et Loki sont sortis vivants. Ou Jarl si tu préfères, ou Yarulu, je sais pas comment ils le disent en japonais, et Luffy voit un crâne avec des cornes. Donc Road explique qu'il avait du sang d'anciens géants. Mais il ne reste plus personne de cette tribu selon Road. Ok, oui, c'est donc sûrement une confirmation à partir de maintenant que Kaido avait réellement du sang d'anciens géants, d'où les cornes, parce que les cornus, pour l'instant, on n'a pas trop d'informations dessus, et ça expliquerait la puissance de Kaido, de Yamato, et même pourquoi Kaido il fait 7 mètres, parce qu'au bout d'un moment, c'est vachement grand. On voit alors un portrait du défunt roi, le crâne chauve avec 2 cicatrices et une marque sur le visage. Il a arraché ses cornes car c'était la marque de l'ancienne réputation guerrière des anciens géants tels que Oz. Mais lui ne souhaitait que la paix avec les autres nations. Acte symbolique plutôt déterminant, et bien sûr, il a l'air d'un guerrier monstrueux. Et justement, avec cette tête, désolé, je n'y crois pas. Le mec a la tête de Kratos, il a la même tête que Kaido. En réalité, on dirait juste qu'on lui a rasé le crâne. Tu vas pas me dire que c'est un gentil. Ça fait bien entendu un parallèle avec le personnage de Loki qui, lui, semble avoir recollé une corne. Et on remarquera surtout avec le portrait du roi Harald que son épée est celle qui se trouve dans la tête du Yarulu. Et c'est peut-être l'indice qui nous montrerait que tout ça est une supercherie. Ça se trouve que c'est une épée similaire, mais si c'est réellement le cas, alors ça pourrait nous montrer que peut-être que le Jarl, donc était en réalité du côté de Loki lors de cette bataille et aurait couvert l'incident, laissant Loki comme véritable bouc émissaire pour préserver la volonté, ou en tout cas celle qu'il aura donnée aux gens, le roi Harald, d'être pacificateur, même si il mentait. Surtout qu'on nous explique en plus dans le chapitre que personne n'a le droit de rentrer dans le château normalement, peut-être pour ne pas mener l'enquête. Oui, qui sait, et découvrir la supercherie. Quoi qu'il en soit, en plus, vu que lors de ce chapitre on nous parle du pacte qui est inestimable de devenir un dragon céleste, et que c'est juste impossible de dire non à ça, tellement ça apporte de privilèges, alors ça me fait me dire que, ouais, Harald, on a dû lui proposer la même chose, et lui, il a dû accepter. Tout ça en échange de rendre les géants pacifiques, afin qu'ils ne soient plus une menace pour le gouvernement mondial. De toute façon, on en reparle. Bref, et on va commencer à parler d'Arjudin, qui en a donc voulu
voulu à Loki son demi-frère, car officiellement, en tout cas, c'était la mort d'un roi pacificateur. Et sa mère qui était là avant, elle ne pouvait pas être reine à Arjudin, car elle venait d'un autre pays. Donc Arjudin n'a pas voulu vivre au château et a préféré rester avec elle, qui était mise à l'écart. Car Elbaf tient au sang pur. Oui, c'est des petits racistes aussi dans leur genre. Puis Rhodes expliquera qu'il est rentré dans l'équipage d'Arjudin car il l'a protégé quand il était un enfant persécuté à cause de ses dessins bizarres. Mais Arjudin a vu en lui sa valeur en tant que navigateur et lui a proposé de le rejoindre. Le rêve d'Arjudin est donc simple, de devenir le roi d'Elbaf et réunir tous les géants à travers le monde. Ok, Arjudin est très sympa comme ça. Personnellement, je le trouve très sympa avec toute cette histoire et j'aime bien l'idée qu'il a été introduit depuis longtemps. Ça avance l'histoire beaucoup plus vite. C'était le sacrifice de l'arc Dressrosa pour mettre énormément de choses en place. Et merci Oda, parce que là, j'ai envie que ça avance vite. Au moins, la saga finale peut péter. On gagne du temps, puis Luffy va voir des corps de géants au sol endormis, entre guillemets, qui sont sûrement ceux qui ont affronté les chevaliers divins. Et avec leur témoignage, plus le soupçon qu'ils avaient dès l'entrée du château, vu que c'était forcé de l'intérieur, bah c'est sûr, on va y arriver à cette transition assez propre sur le chapitre, mais aussi sur les Mugiwara qui arriveront, je pense, assez rapidement vers Loki. Et je sais pas pour vous, mais à la fin de l'arc, vu qu'on n'a pas de roi d'Elbaf pour l'instant, bah avec toute cette histoire, je me dis que Arjudin, ce serait beaucoup plus beau que lui soit le roi d'Elbaf. Et qu'est-ce que serait le rôle de Loki ? Bah, je sais pas, peut-être se battre en arrière-plan, se cacher dans l'ombre, être l'Hokage de l'ombre tel Sasuke, ou qui sait, peut-être trop fou, Loki Mugiwara, étant donné que quand même il y a un géant dans l'équipage de Barbe Noire, donc ça ferait un combat à faire, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais donc passons à la suite avec Loki, intraitable, indice sur sa fausse méchanceté, et Shamrock, le nouveau Shanks. On retrouve alors Loki en sang à cause des attaques de Gunko, qui a agrandi ses bottes de manière géante avec son fruit de la flèche. Il regrette de ne pas pouvoir bouger, mais les chevaliers divins disent que même s'ils le pouvaient, cela ne changerait rien. Et purée, le suspense est trop grand. Franchement, qu'est-ce que j'ai envie de le voir se déchaîner et de voir sa réelle puissance. On parle quand même de 3,6 milliards Berry, tu vois, j'arrive même pas à le dire. Mais ça veut aussi dire que Shamrock a énormément confiance en sa puissance, le frère de Shanks. Et tout ça énerve Gunko, c'est une chance inestimable qu'on lui propose de devenir un dragon céleste. Quelque chose de normalement impensable. Et on va alors la voir lancer son attaque qui se base sur les trajectoires que ses flèches dessinent. Elle va sérieusement l'amocher, elle a déjà fait tomber ses alliés, et dans une double page monstrueuse, on voit énormément de coups pleuvoir, et surtout un découpage avec beaucoup de punch, il faut le reconnaître. D'ailleurs, c'est vrai qu'on remarquera que Loki savait ce qu'il allait se passer. Est-ce que lui a vu les flèches? En même temps, il a les yeux bandés, mais peut-être qu'il peut voir, même s'il a les yeux bandés. Mais surtout, je pense qu'il a un acquis de l'observation juste monstrueux, ça m'étonnerait pas. On est quand même face à quelqu'un qui a une prime de niveau Yonko. Il doit vraiment voir très loin dans le futur. Dans le Loki me hype énormément. Quoi qu'il en soit, malgré la torture, il n'acceptera jamais. C'est ce qu'il nous dit sur plusieurs pages et même à la fin, il en rigole. Et ça, c'est épique. Malgré tout ce qu'il se prend, ça le fait rire d'imaginer ça. Jamais de sa vie, il ne sera un dragon céleste. Et c'est badass. Voir qu'il est vraiment déterminé à ne jamais les rejoindre, même si tout le monde le rejette, même s'il n'a pas sa place dans son propre monde, alors il ne deviendra jamais ça. Et quand même, pour moi, c'est encore un argument pour dire que quand même, c'est un bon gars. Et aussi qu'il a sûrement un passé commun avec les dragons célestes. C'est quand même très mystérieux, cette histoire. D'autant ne pas vouloir devenir un dragon céleste si t'en as jamais croisé un. Normalement, tu te dis, bah, ok, bah, tu me proposes d'être riche. Et il a rien à perdre, là. Il a plus rien. Il a juste 4 bêtes qui sont à moitié mortes. Il doit vraiment avoir quelque chose contre eux de base. Et c'est pour ça que je pense qu'ils auraient pu proposer le même pacte à son père, ce dont je parlais juste avant. Et quand même, ça montre aussi, surtout, que c'est un mec bien, le Loki, parce que, en vrai, il aurait pu mentir, hein, si le Loki était aussi vicieux qu'on le racontait. Selon les légendes qu'on nous dit sur lui,
Ben, le mec qui a tué son père et tout, juste comme ça, parce qu'il est diabolique, franchement, il aurait pu dire oui, 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 je vous suis, et bim. Non, c'était une prank, il les frappe à la tête. Mais pas du tout, il n'a pas fait ça, ça montre encore que c'est un guerrier de valeur. Non, je crois en Loki, moi, je crois en lui. Bref, Shamrock va mettre un stop à tout ça, il se révèle, il ne s'appelle pas Shonks, il va appeler Marijoa, le recrutement n'a pas marché, et si dans le passé, les guerriers sauvages d'Elbaf dominaient le Nouveau Monde, maintenant, le gouvernement mondial compte bien les soumettre. Et bon, le terme Shamrock signifie trèfle en irlandais, le roux, Shamrock, trèfle, ça fait très Irlande, puis le sens des trèfles, Père, Fils et Saint-Esprit, Chevalier divin, oui, il y a vraiment quelque chose de ce côté-là. Après, est-ce que c'est le frère de Shanks ou bien un clone de Shanks ? Qui sait, étant donné que, bien sûr, si on a le côté divin autour du chevalier divin Shamrock, alors ce serait peut-être parce que lui aussi est un Saint-Esprit qui n'aurait pas de parents, et ça pourrait montrer la cruauté du gouvernement mondial avec Figarland qui se dit juste « Ah, j'ai perdu un gosse, il veut pas me suivre, bah c'est pas grave, je vais le cloner. » Mais bon, je t'avoue que j'y crois moyennement parce que sinon ils auraient cloné un Kaido ou même d'autres personnes assez utiles, hein. Qui sait. Enfin bref, avec Shamrock et Shanks, il n'en manque plus qu'un. Prank le farceur, oui ça va être marrant. Je l'attends de pied ferme. Quoi qu'il en soit, ça semble peut-être de plus en plus réel. Dragon, l'ancien membre des Chevaliers Divins qui affrontera Shamrock, l'actuel chef, étant donné que dans la page iconique des acteurs de la fin de One Piece, il était juste en dessous. Un combat qui serait fou, celui qui a presque inspiré Monkey D. Luffy, parce qu'en réalité c'était son frère jumeau, contre celui qui l'a presque élevé parce que c'est son père, mais bon, Luffy il savait même pas qu'il avait un père. Dans tous les cas, le débat est réel. Qui est la famille la plus forte, la famille des Monkey D ou la famille des Figarland? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je m'intéresse pas réellement à cette question. Donc allez-y si ça vous intéresse, parce que je sens que plein de personnes vont en parler, donc ça peut intéresser en commentaire. Enfin bref, on aura quand même eu Shanks qui aura mis fin à la guerre de Marineford, et Figarland, Shamrock qui lui peut-être marquera le début de la grande guerre finale de One Piece. Shanks avec sa technique du départ divin, ce qui est très évocateur de sa famille de chevaliers divins, et l'arrivée démoniaque de Shamrock, tout marche extrêmement bien. Et petit moment prédiction, oui, je pense que Luffy arrivera dès le prochain chapitre, parce que après, t'as sûrement une semaine de pause. Dans le planning d'Oda, 3 chapitres, une pause, et c'est juste parfait pour hyper la communauté à fond. On le connaît le Oda, et globalement, le chapitre 1137 de One Piece est une confirmation. Le combat patricide de la royauté d'Elbaf a renversé le royaume, mais des mystères restent en place. Les chevaliers divins, eux, sont puissants, mais moins forts que la volonté du prince maudit, qui malgré la torture, malgré la souffrance, n'acceptera jamais de faire partie des rois de ce monde. Mais alors que l'appel à Marijoa arrive, tout risque de s'empirer.